le monde. Merci d'être là aujourd'hui, si nombreux. Et moi, c'est Catalina et ma collègue, c'est Joanie. On est très content d'être là aujourd'hui parce qu'on va vous parler des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur, soit le véganisme et les zéro déchets. On a ici une petite réflexion à vous faire. Être vegan n'implique pas seulement de se soucier des animaux exploités pour notre consommation, soit l'alimentation, le divertissement, l'habillement, la science, mais aussi de veiller à ne pas porter préjudice et polluer les habitats des animaux sauvages. Que l'on soit vegan ou non, on sait que ces habitudes de consommation ont un impact direct chez les animaux. Par exemple, nos déchets, tout ce qu'on achète, etc. Mais ces impacts-là affectent surtout les animaux sauvages. On peut donc se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer notre impact. Et comme nous verrons au cours de la conférence, le véganisme est ou devrait être un incontournable quand on parle de la diminution de son empreinte écologique, et car il permet de diminuer drastiquement l'utilisation des ressources, puis aussi la production des déchets. Et si on est vegan également, on peut se demander comment une démarche zéro déchet va nous permettre de diminuer encore plus notre impact chez les animaux. Bref, qu'est-ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est comment le véganisme et les zéro déchets sont liés ensemble. On va parler de plusieurs sujets. On va commencer par faire un portrait de la situation au Québec par rapport aux déchets. Ensuite, on va voir qu'est-ce que c'est le zéro déchet. Et après, en quoi le véganisme et les zéro déchets sont liés. Et par la suite, on va voir plus en détail les impacts de nos déchets chez les animaux. On va se concentrer surtout sur les cas du plastique et ses impacts chez les animaux marins. Puis finalement, on va voir quelques trucs pour la vie de tous les jours. Je vais donc passer la parole à Joanie, qui va commencer avec les portraits au Québec. Donc, pour commencer, on va faire une petite mise en contexte de ce qui se passe au Québec. Mais avant, qu'est-ce qu'un déchet? Donc, un déchet, c'est tout résidu matériel, substance ou débris qui est rejeté à la suite d'un processus de production, de fabrication, d'utilisation ou de consommation. Donc, c'est vraiment tout au long de la chaîne de production. Dans la nature, généralement, il n'y a pas de déchets parce que tout ce qui est utilisé par un organisme, tout ce qui est rejeté par un organisme va être réutilisé par un autre. Évidemment, chez les humains, il y a encore trop de nos matières résiduelles qui vont prendre le chemin vers le site d'enfouissement, le dépotoir ou l'incinération. On est vraiment une exception, en fait, parce qu'on crée beaucoup de déchets qui ne sont plus réutilisés au final. C'est vraiment une gestion en aval, c'est-à-dire qu'on se demande à la fin, quand les déchets sont là, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est une gestion qui est purement esthétique et sanitaire. On ne veut pas les voir, puis on ne veut pas qu'ils nous rendent malades. Mais est-ce que ça ne serait pas possible de faire une gestion qui prend en compte la réduction à la source, par exemple? On va être vraiment devant plusieurs problématiques par rapport à nos déchets, par rapport à la quantité de déchets produits dans les villes. Mais en 2025, on estime qu'elle va doubler. Aussi, si on utilisait autant de ressources qu'on en utilise partout dans le monde, ça prendrait 4 planètes. Donc, il y a beaucoup de problématiques et de défis qui s'en viennent. Quelques statistiques pour le Québec. Tout d'abord, 11 tonnes de déchets par minute sont envoyées dans un site d'élimination au Québec. Ça, c'est soit l'enfouissement ou soit l'incinération. On a aussi des sites d'enfouissement qui sont près de la pleine capacité. Par exemple, les 5 sites d'enfouissement qui reçoivent 75% de toutes les matières du Québec sont à 82% de capacité. Et on sait que c'est très difficile de les agrandir ou d'en construire des nouveaux parce que personne n'en veut près de chez soi. En 2015, 2 milliards de contenants en boissons à usage unique ont été vendus et on peut s'attendre à ce qu'en 2018, ça soit encore plus élevé. Pour mettre en perspective, par exemple, un bébé canadien de 6 mois va déjà avoir consommé autant de ressources qu'une personne qui vit dans un pays en voie de développement tout au long de sa vie. Donc, si on consommait comme nous, il y aurait vraiment beaucoup de problèmes. Une autre problématique reliée à la gestion de nos matières, c'est qu'il y a beaucoup de les matières qu'on utilise largement dans la vie de tous les jours qui prennent énormément de temps à être dégradées. C'est le cas du plastique, c'est entre 100 et 1000 ans. On a tous déjà entendu parler du sac de plastique qu'on utilise de 20 minutes, mais au final, ça prend 400 ans à peu près à se dégrader.
le champion des plastiques, c'est le polystyrène, le plastique numéro 6. Comme il y a beaucoup d'objets à usage unique, par exemple la vaisselle jetable, les emballages qui sont faits dans ce plastique-là, et ça prend jusqu'à 1000 ans à se dégrader. Dans le cas du verre, c'est 4000 ans. Donc, c'est bien pour ça aujourd'hui qu'on vient vous parler de zéro déchet, parce que c'est un enjeu environnemental qui est incontournable. Puis les déchets n'ont pas seulement des impacts sur nous, mais aussi sur tous les animaux et principalement les animaux sauvages. Alors, on se demande, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une gestion différente? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu? Et c'est là que le zéro déchet, c'est une solution qui peut être une démarche qu'on peut mettre en place. Qu'est-ce que le zéro déchet? C'est un mode de vie ou une démarche qui vise à réduire sa quantité de déchets qu'on produit. Donc, ça fait peur, zéro déchet, mais en fait, on sait que c'est impossible de créer aucun déchet, comme notre simple existence crée des déchets. Sauf que c'est vraiment une démarche qui vise à réduire, comme graduellement, notre quantité de déchets qu'on produit. Donc, il ne faut pas avoir peur du non zéro déchet, comme au final. Ça nous invite à repenser notre façon de consommer, diminuer, par exemple, sa consommation au possible, lutter contre la surconsommation, lutter, par exemple, contre le gaspillage alimentaire. Ça nous invite aussi à voir le produit, pas seulement le produit final, mais aussi toutes les ressources, par exemple, ou les déchets qui sont rejetés durant la chaîne de production. Et au final, c'est une réduction de notre impact écologique. Donc, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Mais je rajouterais aussi que c'est celui que ce n'est pas quelqu'un d'autre, par exemple, qui va produire à notre place tout au long d'une chaîne de production. Par exemple, la production alimentaire ou la production de viande, etc., ou l'élevage. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous présente? C'est vraiment une démarche individuelle, mais comme ça doit être un mouvement qui est plus collectif. On parle de plus en plus de société zéro déchet. C'est un projet collectif. C'est une société dans laquelle tous les acteurs de la société voient en amont la gestion des matières résiduelles, contrairement à actuellement que c'est plutôt en aval. Donc, on pense par exemple à la réduction à la source des déchets. On voit aussi au-delà du recyclage, comme le mouvement zéro déchet est assez critique envers le recyclage. Et voilà. Ça vise une économie qui est plus circulaire, comme dans ce cas-ci, ça serait que nos déchets deviendraient des intrants ou deviendraient des ressources pour dans d'autres productions, par exemple. C'est évidemment un projet qui doit être mis en place, où tout le monde doit s'impliquer, les entreprises autant que les gouvernements, les citoyens, mais aussi les citoyens au sein de nos organismes, de nos travails, etc. Puis, c'est une démarche individuelle, mais c'est le plus facile à changer dès le départ, mais on doit garder en tête que c'est un projet qui est collectif. Et si le sujet vous intéresse, mais il y a un très bon livre de Marlene Hutchinson qui est vraiment axé sur le Québec. C'est Objectif zéro déchet, un projet collectif. Donc, le zéro déchet, revenons à le zéro déchet comme mode de vie. C'est 5 étapes ou 5 principes qu'on peut appliquer dans nos vies qui visent à réduire au final la quantité de déchets qui s'en va au site d'enfouissement. C'est vraiment comme une pyramide inversée, donc c'est en ordre d'importance. À la base, c'est refuser qui est le plus important. C'est vraiment facile de consommer avec le marketing, par exemple, mais on peut à la base refuser. Refuser aussi, même si c'est gratuit, par exemple. Donc, c'est la première étape importante. On peut refuser, par exemple, les produits emballés, la vaisselle jetable, les matières qui ne sont pas écologiques, qui ne sont pas recyclables ou les choses pas locales, pas éthiques, etc. Ensuite, réduire, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai pas déjà un chez moi, par exemple? Réduire le gaspillage alimentaire aussi. Réutiliser, c'est est-ce que je peux pas en emprunter un? Est-ce que je peux, par exemple, faire réparer les choses? Est-ce que j'en ai pas déjà un chez moi? Acheter usagé aussi. Oui. En dernier recours, le recyclage, comme on voit que c'est vraiment en bas de la pyramide.
et finalement composter ce qui reste pour qu'il y ait le minimum qui se rende à la poubelle. Donc, je vous avais parlé que c'était un peu critique envers le recyclage. Dans le fond, si on peut réduire à la source, mais ça fait moins de choses qui vont se rendre au recyclage. C'est important, mais ça comporte des limites et il y a beaucoup de défis et d'enjeux, comme on en a entendu parler dans les dernières années. C'est aussi une gestion des matières résiduelles qui est principalement en fin de vie. La récupération et le recyclage vont nécessiter de l'énergie, du temps et de l'argent. C'est aussi plusieurs matières qui sont difficilement recyclables ou qui sont tout simplement pas recyclées alors qu'ils pourraient l'être. C'est le cas du plastique le plastique numéro 6, on peut dire qu'il n'est pas recyclable au Québec. À part si vous allez le porter dans 2 écocentres à Montréal, mais on peut dire que c'est pas recyclable. Pas recyclé, je veux dire. Et selon le dernier bilan de Recyc Québec, le dernier bilan en 2015, seulement 18% du plastique qui était récupéré par les ménages était recyclé et 14% du verre. Donc, bien que le recyclage, comme on ne remet pas ça en question, c'est vraiment important, mais ça a beaucoup de limites et il y a beaucoup de défis. Et voir à une réduction à la source, ça serait vraiment important à prendre en compte. Donc maintenant, pourquoi le véganisme et le mouvement zéro déchet sont liés? On se demande souvent pourquoi le mouvement écologique ou le mouvement zéro déchet s'intéresse peut-être peu au véganisme, on balaie de la main un peu le véganisme dans les mouvements, qui est un peu en train de changer, heureusement. Donc, si on veut réduire notre impact sur l'environnement ou notre quantité de déchets produits, le véganisme est vraiment un incontournable. Le véganisme, c'est une réduction drastique de son utilisation des ressources en devenant végétalien par rapport à un régime omnivore. On nécessite pour une année 18 fois moins de superficie agricole, 13 fois moins d'eau. Par exemple, manger un hamburger, ça l'équivaut à 2 mois de douche. C'est aussi beaucoup moins de nourriture gaspillée. Un bœuf, c'est 1500 repas, tandis que toutes les céréales qui l'ont nourri, c'est 18 000 repas. En termes d'énergie, c'est 11 fois moins de pétrole. C'est également une diminution de la pollution de l'eau, des sols et de l'air. Je vais vous parler principalement des gaz à effet de serre parce que c'est un peu d'actualité ces temps-ci. Selon le dernier rapport du GIEC qui est sorti ce mois-ci, ça stipule que les produits de l'élevage sont responsables de plus d'émissions que toutes les productions d'aliments combinées entre elles. L'élevage aussi, c'est 14,5 des émissions globales de CO2. Parfois, on parle de 18 mais bref, c'est plus que tout ce qui est imputable au secteur des transports. Et on parle beaucoup plus des transports que de l'élevage en ce moment. Donc voilà, comme devenir végane, c'est de loin un des gestes les plus efficaces que l'on puisse poser individuellement pour réduire notre impact environnemental. Et c'est pourquoi on dit que le véganisme devrait être réellement considéré au sein du mouvement zéro déchet et des mouvements écologiques, ce qui n'est pas nécessairement le cas actuellement. Aussi, être végane, c'est diminuer son impact sur l'environnement, mais c'est également le but du mouvement zéro déchet. Alors, on vous invite à aspirer à les deux, à aspirer aux deux et à le faire graduellement, par exemple, si vous le pouvez. Donc, la prochaine partie de notre présentation va viser à démontrer pourquoi, qu'on soit végane ou non, notre production de déchets va avoir des impacts sur les animaux, mais sur tous les êtres vivants en fait, et surtout sur les animaux sauvages. Alors, je laisse la parole à Catalina. Merci, Joanie. Bon, on va donc se concentrer maintenant sur les plastiques et pourquoi les déchets plastiques causent des impacts, des gros impacts chez les animaux. Alors, pourquoi le plastique est un problème? Le plastique est une matière synthétique qui est non biodégradable et qui est faite à partir du pétrole, dont les propriétés recherchées par ses utilisateurs et utilisatrices deviennent des problèmes dans l'environnement. On parle notamment de sa légèreté, sa durabilité, sa résistance et son faible coût. Il n'y a pas d'autres matériaux comme produits qui sont si durables, si résistants et que l'on peut faire à un si faible coût comme les plastiques.
Et n'oublions pas que le plastique prend entre 100 et 1000 ans pour se dégrader. On parle aussi d'une production qui est insoutenable. On produit annuellement plus de 300 millions de tonnes de plastique. Puis, on a commencé à produire du plastique en 1950. Et chaque pièce de plastique ayant été produite depuis existe toujours quelque part dans l'environnement sous une forme ou une autre. Et un tiers de la production totale est dédiée à des produits à usage unique. On parle notamment des ustensiles jetables, des sacs qu'on utilise à l'épicerie pour 20 minutes, 15 minutes, des bouteilles en plastique, par exemple. On va maintenant plus parler du plastique et les animaux et les milieux aquatiques. 10% des déchets plastiques se retrouvent directement dans les océans. Ça équivaut à 8 millions de tonnes annuellement. Et 8 sur 10 déchets qui se retrouvent dans l'eau sont du plastique. On parle également de la pollution des fonds marins. 70% des déchets plastiques qui se retrouvent dans l'eau vont couler et s'accumuler dans les fonds marins. Ça va causer des phénomènes chimiques qui vont finalement se traduire dans la réduction des niveaux d'oxygène dans l'eau. Ça veut dire que les animaux marins qui normalement habitaient les fonds marins ne peuvent plus s'y retrouver, parce que ça cause évidemment la réduction des habitats des animaux. L'ingestion du plastique est un des plus grands dangers pour les animaux marins. Les animaux marins vont manger des objets en plastique en tant que tels, surtout des bouchons de bouteilles, par exemple, des pièces de plastique ou des emballages, mais aussi ils vont manger des microparticules de plastique, ce qu'on appelle les microplastiques. Et ça, c'est des particules vraiment petites, microscopiques, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, puis qui vont se retrouver dans les océans, puis dans les cours d'eau. L'ingestion du plastique va causer chez les animaux des lésions et des inflammations du système digestif, mais aussi une sensation de satiété parce que les plastiques qu'ils mangent vont s'accumuler dans leur estomac, ils ne peuvent pas les digérer. Alors, ils vont avoir toujours l'impression que leur ventre, leur estomac est plein. Ça va faire qu'ils arrêtent de consommer ou de manger assez d'éléments nutritifs, puis ces lésions-là peuvent aller jusqu'à leur causer la mort. On voit ici sur la photo une tortue qui mange un sac en plastique. Les tortues mélangent souvent les sacs en plastique avec des méduses, que c'est normalement ce qu'elles mangent, parce que ça a une allure très similaire pour elles. Puis une tortue sur deux a déjà mangé un sac en plastique au cours de sa vie. Comme j'ai mentionné, les animaux vont manger des objets en plastique, comme des bouchons ou des morceaux de plastique, mais aussi les microparticules. Dans les microparticules, c'est les petites particules dont je vous parlais en plastique, qui sont microscopiques. On va retrouver les particules primaires puis secondaires. Les particules primaires sont des microparticules qui ont été produites à cette taille-là, c'est-à-dire à une taille microscopique à la base, et qui vont donner une propriété particulière aux produits pour lesquels elles sont utilisées. Puis on a aussi les particules secondaires, c'est des objets, par exemple, une bouteille d'eau en plastique qui va se retrouver dans l'eau, va se dégrader à cause du soleil et la friction de l'eau, puis va devenir des mini-particules, des petits morceaux, jusqu'à devenir des microparticules de plastique. Ça ne veut pas dire que le plastique se dégrade, ça veut juste dire qu'il va se séparer ou se diviser en petits morceaux. Dans les particules primaires, on trouve les microbilles. Vous avez sûrement déjà entendu parler. C'est des microparticules de plastique qui sont utilisées par l'industrie cosmétique. On les retrouve surtout dans les savons corporels, les produits exfoliants, etc. Puis, les propriétés que ces particules-là donnent, c'est surtout pour exfolier ou nettoyer la peau. Qu'est-ce qui arrive, c'est quand on se lave le visage ou les mains, ces particules-là vont partir avec l'eau de rinçage, puis vont se retrouver dans les cours d'eau et les rivières, puis finalement dans les océans, parce que les filtres des stations d'épuration ne peuvent pas filtrer ce genre de particules-là. On parle aussi des microfibres, qui sont des microparticules de plastique qui se retrouvent dans les vêtements, par exemple les polyesters ou les nylons. Ces particules-là sont dedans, puis à chaque fois qu'on fait un lavage, les particules vont encore une fois partir, puis se retrouver dans les cours d'eau et les rivières, puis finalement dans les océans, puis elles vont être mangées par les animaux marins.
Et que déjà, comme si on a des vêtements synthétiques, juste essayer de les laver moins souvent ou essayer d'acheter des vêtements en fibre naturelle, par exemple. On sait que 90% des oiseaux marins ont mangé du plastique au moins une fois dans leur vie et la moitié des espèces des oiseaux marins sont en danger à cause des déchets plastiques. Si on regarde le cas de l'albatros Leisa, une étude menée sur l'île de Midway, qui est sur l'océan Pacifique, a estimé que la moitié des 500 000 nouveau-nés meurent chaque année après avoir été nourris de plastique que leurs parents ont confondu par de la nourriture. Par exemple, un jeune albatros de seulement 4 mois a été retrouvé avec 306 pièces de plastique dans son estomac, dont la plus longue était de 6 pouces. La photo qu'on voit ici, celle-ci, puis celle-ci, a été prise à partir du documentaire qui s'appelle Albatros, que je vous recommande fortement de regarder. C'est Chris Jordan qui l'a fait l'année passée, puis ça présente un portrait vraiment détaillé, puis vraiment artistique, et de tous les impacts que les déchets plastiques causent chez les albatros. On va maintenant parler de l'empêtrement. La plupart du temps, les matériaux ou les déchets plastiques sont à la cause ou à l'origine des empêtrements des animaux marins. Ça peut s'agir des déchets plastiques, des emballages ou très souvent des déchets de pêche, c'est-à-dire des lignes ou des cordages ou des filets de pêche qui ont été abandonnés dans les océans. Ça va évidemment causer des diminutions des capacités locomotrices des animaux et une diminution des capacités d'alimentation aussi, une augmentation significative de la dépense énergétique, un stress physiologique et psychologique. Puis, ce stress-là va causer aussi la diminution des capacités du système immunitaire, ce qui va se traduire dans le développement d'infections chroniques, par exemple. Puis, ces lésions-là peuvent aller jusqu'à causer la mort des animaux. Par exemple, sur la photo, on voit un groupe de phoques qui sont attrapés dans un filet de pêche abandonné. Ici, on voit plusieurs photos qui montrent l'empêtrement de plusieurs types différents d'animaux marins. Sur la première photo, on voit une phoque moine et cette photo-là a été prise près de l'île de Hawaï. Les phoques sont très souvent victimes des filets de pêche abandonnés parce qu'on retrouve des poissons qui sont aussi attrapés dans les filets, fait que ça va attirer les phoques qui vont vouloir aller les manger, puis elles aussi, elles vont se retrouver attrapées dans les filets. Souvent, elles se font rescaper, comme dans ces zones-là, c'est très connu, fait qu'il va y avoir des officiers de la garde côtière qui peuvent les aider, mais très souvent, elles meurent de faim ou de fatigue à cause de l'empêtrement. Ensuite, on voit une tortue, elle s'appelle Pinot. C'est une tortue qui a été prise dans un emballage en plastique de six-pack. Puis son corps a été déformé. Elle a été rescapée, mais son corps a été déformé à cause de cet emballage-là. Ensuite, on voit 2 photos de 2 baleines noires. L'année passée, 18 baleines noires ont été retrouvées mortes dans le golfe du Saint-Laurent. On a pratiqué plusieurs nécropsies, puis on est arrivé à la conclusion que les filets de pêche étaient à l'origine des empêtrements. Il y a plusieurs mesures qui ont été prises par les gouvernements, comme pour restreindre la pêche au crabe, par exemple, ou au homard, mais ça reste que c'est un des plus grands dangers pour les cétacés. Environ 83% des baleines noires ont déjà été empêtrées au cours de leur vie. Puis les 2 autres photos, on voit encore des oiseaux marins qui sont pris dans des emballages en plastique. On sait que le plastique est annuellement à l'origine de la mort d'1 million d'oiseaux, de 100 000 mammifères marins et d'un nombre incalculable de tortues et de poissons. Alors, à titre de conclusion, notre présentation est vraiment une invitation à se questionner sur ses habitudes de consommation et à essayer de réduire son empreinte écologique dans la mesure du possible. Si vous n'êtes pas encore vegan, pourquoi ne pas penser à le devenir? Si vous êtes déjà vegan, pourquoi ne pas penser à adopter un mode de vie zéro déchet? Pour finaliser, on a quelques petits trucs pour la vie de tous les jours.
Repenser et réduire sa consommation dans la mesure du possible, c'est évidemment réduire ses déchets. Rappelez-vous de la pyramide des 5 R, refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. Devenir vegan si vous ne l'êtes pas encore. Acheter usagé. Acheter des produits durables plutôt que des produits jetables ou des produits qui vont briser facilement. Éviter le gaspillage alimentaire. Acheter un vrac dans des contenants réutilisables. Ici à Montréal, on a la chance d'avoir une épicerie végétalienne et un vrac qui s'appelle Bioauthentique, où il y a Nourrir aussi qui permet de faire des achats en ligne, puis on va après les chercher dans des contenants aussi. On a ici quelques petites références que vous allez sûrement retrouver plus tard quand la présentation sera partagée. Puis merci beaucoup de votre attention.